Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Vaïgash. Sidra de Vaïgash, avant-dernière Sidra du livre de Bereshit, vient poursuivre la saga, l'aventure extraordinaire de Yosef et ses frères. Yosef, victime de la haine de ses frères, a été vendu en Égypte comme esclave. Il a été jeté en prison par la suite de fausses accusations de la femme de son maître, femme de Poutifar, et là en prison, il a interprété les rêves de deux ministres. L'un d'eux a été rétabli dans ses fonctions, et au moment où le pharaon lui-même va avoir des rêves qu'il n'arrive pas à comprendre, eh bien on va sortir Yosef de prison. Il va interpréter les rêves de Pharaon, ce sont les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis gras et les 7 épis maigres, qui annoncent 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et Yosef, interprétant les rêves dans un sens que le Pharaon comprend, Pharaon va donc le nommer vice-roi d'Égypte. Par la suite, les frères vont se présenter devant Yosef, car ils viennent chercher du blé durant les années de famine qui frappent également la terre d'Israël. Et là, Yosef veut tester ses frères, voir si ils sont revenus à de meilleurs sentiments, et il va inventer tout un stratagème en accusant faussement Binyamin d'avoir volé une coupe en argent. Et en fait, tout cela vient pour essayer de comprendre, effectivement, de voir si les frères ont évolué. Vaïgash est là Yehuda. Yehuda s'avança vers lui. Nous sommes véritablement dans cette confrontation. L'épilogue de cette fantastique aventure de Yosef et ses frères va nous être narré dans cette sidra. Yehuda s'avance vers le vice-roi d'Égypte. Le vice-roi d'Égypte a décrété que seul le coupable, Binyamin, sera esclave à jamais, alors que tous les autres frères peuvent rentrer chez eux. Yehuda n'est pas prêt à accepter cela. Au nom de ses frères, il est prêt à défendre Binyamin, accusé à tort par le vice-roi d'Égypte. Yosef a mis au point toute une stratégie pour éprouver ses frères. Eux qui l'ont vendu, ont-ils évolué? Regrettent-ils leur comportement passé? L'attitude de Yehuda, considéré comme le leader de ses frères, traduit cette révolution spirituelle. Les fils de Yaakov sont unis, solidaires, pour sauver leur frère Binyamin en danger. Yehuda d'ailleurs se montre très menaçant pour libérer Binyamin, prêt à se battre. Il est temps pour Yosef de se dévoiler et pour la famille de se retrouver. Ce récit d'une pédagogie extraordinaire et son enseignement à nos élèves, à nos enfants en particulier, va les enrichir considérablement sur les notions de fraternité, de reconnaissance du bien qu'on nous a fait, sur les notions de shalom, de paix, de hardout, etc. Toutefois, une autre version est possible, une autre lecture est possible de la confrontation entre les deux frères. Yehuda représente le peuple juif. Il est même l'ancêtre de la tribu royale. Yosef est considéré aussi comme un représentant du peuple juif. Comme le verset dans Amos, chapitre 5, verset 15 nous le dit, « Oulai yechenan she'erit Yosef ». Peut-être aura-t-il pitié des rescapés de Yosef. Ici, il faut comprendre Yosef dans le sens peuple juif. Chacun des deux frères a un comportement, un vécu bien différent. Une expérience de la vie très particulière. Yehuda n'a pas quitté la terre d'Israël. Il est resté proche de son père et de sa famille. Et si ce n'est d'ailleurs le court épisode de sa rencontre avec Tamar, qui d'ailleurs aboutira à la naissance de deux enfants dont l'un, Péret, sera l'ancêtre du Mashiach. Yehuda est donc destiné à engendrer la tribu royale. Il emporte d'ailleurs les attributs. Il vit comme un juif, s'habille comme un hébreu. Son apparence extérieure est en tout point conforme aux aspirations de son âme. Il est juif dans son esprit, dans ses actes, dans ses vêtements, et bien sûr dans le fait qu'il vit sur la terre d'Israël. Il ne dissimule rien. Il est
finalement la représentation de l'idéal à atteindre, être juif, totalement juif, sur sa propre terre, la terre d'Israël, la terre de Canaan, qu'il n'a jamais quittée, si ce n'est pour aller maintenant en Égypte. Yosef, bien malgré lui, a été éloigné de sa terre, vendu, humilié. Il s'est retrouvé dans un exil dur et cruel. Les épreuves n'ont pas manqué. Mais protégé par les enseignements de son père, il surmonte les épreuves et arrive à se hisser au sommet de l'État, bien sûr par l'aide de la providence divine. Yosef est un juif de la galoute, de l'exil. Son aspect est celui du vice-roi d'Égypte, avec tous les attributs de pouvoir, avec le costume d'un Égyptien de haut rang. Il vit en Égypte, dans un palais, et fréquente régulièrement la cour du pharaon. Néanmoins, il reste fidèle à la loi et aux traditions d'Israël. Il respecte le Shabbat, il mange cachère, parvenant à concilier ainsi la vie moderne et la pratique du judaïsme. Lui, l'homme de pouvoir, parfaitement intégré dans la société égyptienne qui l'accueille, il en est même au sommet, s'astreint à un respect scrupuleux de la loi juive, ce qui, au passage, est extrêmement intéressant, un enseignement fort. On peut très bien être intégré dans une société, on peut très bien vivre dans une société qui n'est pas à majorité juive, et même être au sommet de cette société sans renier son identité, sans renier sa pratique religieuse. Et celui qui pense que pour mieux s'assimiler, il faut abandonner les éléments forts de son identité juive, se trompe lourdement. S'il pense qu'il va faire baisser ainsi l'antisémitisme, c'est une erreur. C'est même peut-être le contraire. Alors effectivement, Yosef est un homme fidèle à la tradition d'Israël. Mais il reste tout de même un juif de l'exil. Son apparence physique, ses vêtements, sa façon de vivre, ne reflètent pas les aspirations de son âme. Comme pour chacun d'entre nous, juifs de la galoute, outre l'exil physique, nous vivons aussi finalement une sorte d'exil spirituel. Les deux personnages, Yosef et Yehuda, représentent tous deux finalement les deux histoires d'Israël. La puissance de la Torah en terre d'Israël est sans commune mesure avec celle apprise en exil, même si l'exil a été riche d'enseignements et que de nombreux rabbinim ont écrit leurs textes, leurs enseignements en exil. L'idéal est de vivre en Israël, mais il existe encore un temps nécessaire de l'exil. Celui-ci ne doit pas être souhaité. Ce n'est pas une vocation pour les Juifs d'être en exil, mais il a tout de même une conséquence positive. L'exil que nous avons subi a forgé quelque part le peuple juif. L'histoire de la naissance des 12 tribus passe par le creuset de l'Égypte et le rôle fondamental de Yosef Hatzadik. Confronté à toutes les situations et les périls de l'assimilation, Yosef résiste grâce à la Torah paternelle. Il nous montre ainsi le chemin à suivre, car il permet le recueil des sagesses et des sciences des nations, appelées étincelles de sainteté, dispersées par le Créateur, ça et là. C'est en exil
Et dans l'épreuve que se sont écrites les plus belles pages de la littérature rabbinique, le Talmud de Babylone, les écrits de Rachi, les écrits de Maïmonide, les écrits de tant et tant de rabbinim, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov et le chassidisme, tous ces éléments vécus en exil, eh bien, ont construit le peuple juif. Sans eux, le peuple juif ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, l'exil a été un lieu de souffrance, mais aussi un lieu de création. Considérons toutefois qu'il a peut-être aujourd'hui assez duré, et adressons-nous au Créateur, afin qu'il y mette fin. Que les deux frères, Yehuda, représentant le juif sur sa terre, l'hébreu, et Yosef, représentant le juif de l'exil, se retrouvent, se réconcilient, que nous puissions en effet tous nous retrouver avec nos frères d'Eretz Israël, tous ensemble, à Yerushalayim, à l'heure du Beth Amikdash reconstruit, dans la fraternité et surtout dans la paix. Shabbat Shalom à tous.